vous retrouve. Nous sommes le mardi 29 avril pour ouvrir un nouveau vlog. Pardon. Alors j'étais en train de me poser la question parce que vu la chute des points lecture où c'est catastrophique, je pense que je vais peut-être faire voilà, des vlogs, des reading vlogs, des vlogs lecture. Où voilà, je vous parlerai de mes lectures, je pense plus à chaud, tout en faisant un point à la fin de la lecture, peut-être même quitte à revenir dessus. En faisant un point plus à froid, mais je pense que les points lecture comme je les faisais avant, vu que ça marche pas du tout, mais vu quand même que bon, c'est une chaîne de lecture et je ne me vois pas ne pas faire de points lecture, et peut-être pour éviter les redites, je pense que je vais, voilà, je vais adopter ce format de reading vlog. Du coup, bah, je suis toujours un peu sur mes deux challenges. Je n'ai pas encore fini. Enfin, bon, je vous ferai un petit point dessus sur le challenge avril autour de la SF, mais je suis pas sûre d'avoir lu beaucoup de SF ce mois-ci. Et puis là, j'ai fait, bah, je suis toujours sur le Tarot Books Challenge, mais là, il a encore lieu tout le mois de mai. Et là aussi, on a eu la vidéo hier. Steph de Piketty relance son mois de la fantasy, ce qui est super parce qu'elle hésitait à le refaire. Je pense qu'on a été plusieurs à dire si, c'est bien, faut continuer. Et donc je suis vachement contente, elle a énoncé les catégories hier. Voilà, c'est pas trop compliqué, il y a des lectures communes qui vont être organisées. Alors j'ai pas participé, je pense que même la dernière je participerai pas, mais la première ça va être sur Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer aux éditions comme Gulfstream. Et j'avais acheté le livre en espérant le lire rapidement, et puis je ne l'ai pas lu. Bon, je pense que je vais le faire en lecture commune, mais je suis en train de me demander si début mai, j'ai pas d'autres lectures communes de programmer, je ne sais plus. Bon, j'espère que tout ne viendra pas en même temps, mais on verra bien. Je voulais vous montrer aussi une beauté que je me suis offerte il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup ce que fait les éditions Hurlevent. Et une de leurs premières publications était Descendre sur tes mains de Nora Leigh, qui on ne trouvait plus en format papier, quoi. Ils ne le faisaient plus, et là ils l'ont ressorti. Donc là je l'ai précommandé directement sur le site parce que c'est vrai qu'ils avaient demandé aussi si c'était possible de commander leurs livres directement sur le site, parce que je pense que c'est un peu compliqué pour eux en ce moment. Bon, il y a des frais d'envoi, mais en même temps, du coup, le livre était précommandé et il était dédicacé par Nora Leigh, donc ça, c'est super. Et puis en fait, je l'ai reçu très rapidement, hein. Là, ça y est, maintenant, vous pouvez le commander, hein. Il est disponible à la commande. Et par contre, je ne m'attendais pas à voir, quand en plus je l'ai ouvert de ce côté-là, non, je ne m'attendais pas à ça. Un magnifique jaspage. Alors ils ont décidé de faire des jaspages sur le roman. Ça c'est bah, du coup leur dernière, enfin oui, leur dernière publication, il y a un jaspage. Je sais plus, c'est peut-être Le temps des murmures, je suis pas sûre. Mais du coup en rééditant celui-ci, bah, ils ont fait un beau jaspage dessus aussi. Et ils sont toujours à 25 €. Leurs livres ont toujours été à 25 €, c'est resté au même prix, donc c'est super. Puis voilà, il y a dédicace. Nora Leigh, moi c'est une autrice que j'ai découvert, je pense, l'année dernière, hein, pas en 2023, mais en 2024, que j'aime beaucoup. Il y a le petit signé et tout. J'aime ce qu'elle écrit, j'aime sa plume, j'aime ce que proposent les éditions Hurlevent. J'aime bien sentir l'odeur des livres, comme beaucoup de lecteurs, je pense. Voilà, et il me tentait vraiment énormément, et je regrette pas mon achat. Et puis si ça peut aider la maison d'édition en plus, bah, je dirais tant mieux, hein. Voilà, c'est mon petit plaisir que je me suis fait bah non, au mois d'avril. On est toujours en avril. Donc voilà, par contre, je ne sais pas quand je le lirai, encore une fois, mais j'avoue que le jaspage, vraiment, c'est un jeu d'échecs. Alors, on est, je ne sais pas parler du résumé, du coup, avec tout ça. On est en Angleterre, il me semblait que c'était même en Écosse qu'on était. Mais bon, c'est marqué Angleterre, fin du 19e, et une jeune orpheline est recueillie par un étrange tuteur. Donc, on va être encore dans ce trope voilà, de maison un peu étrange où il se passe, voilà, de manoir un peu étrange. Vous savez que c'est un trope que j'adore, hein. On va être dans du gothique, je pense, donc je suis vraiment super contente. Sinon, mes lectures du moment. Alors là, je viens de terminer, depuis que je vous ai pris, je pense que j'en ai pas lu d'autres entre deux, enfin j'espère. J'avais reçu en service presse des éditions Léa dans leur collection Magic et leur collection Poche. C'est pareil, ils avaient lancé un appel à partenariat sur ce roman, sur deux romans en fait. L'autre, il est où? Il est là. J'avais demandé les deux, et puis ils avaient du retard parce qu'il leur manquait celui-ci justement. Donc ils attendaient pour envoyer les deux. Donc celui-ci, c'est Polaris de Philippe Tessier. Donc c'est l'intégrale du cycle Azur, parce qu'il y a plusieurs cycles. Donc il y a 3 tomes en fait
dans ce volume, parce que oui, il est costaud, mais il y a 3 tomes. C'est marqué service presse, hein. Ils mettent ça, mais je me suis dit, j'ai déjà acheté des livres, c'était marqué service presse, hein. Bon, enfin bref. Et L'ombre du savoir perdu, c'est le tome 1 de la trilogie Licanus de James Islington. Par contre, là, c'est un tome 1, il est vachement costaud, hein. Je sais plus combien de pages il fait, mais ouais, plus de 800 pages. Parce que celui-ci, en fait, il se lit très bien, hein. Chaque tome fait un peu plus de 300 pages, donc ça va. Alors, c'est vrai que c'est écrit assez petit, hein, c'est du poche assez serré, mais bon. Et voilà, du coup, j'ai lu le tome 1. Je me suis dit, je vais en lire, voilà, je vais pas les lire tous d'affilée. On est dans un monde, en fait, post-apocalyptique, SF, mais sous-marine. En fait, ça fait des siècles que les hommes ont quitté la surface de la Terre. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, on imagine que, voilà, réchauffement climatique, baisse drastique des ressources naturelles, peut-être guerre nucléaire. En tout cas, ils ne vivent plus à la surface de la Terre. Et ça fait des siècles qu'ils vivent dans les mers, dans les océans. Et on est déjà du post-apo vachement avancé, hein, parce qu'il y a plus de 600 ans déjà qui ont passé, hein, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils parlent des généticiens. C'est assez mystérieux. Il y a vraiment un super world building. Alors après, c'est clair que c'est une lecture un petit peu exigeante pour entrer dedans, mais bon, moi j'aime bien, voilà, j'ai envie d'heroic fantasy et de post-apo plus adulte, et voilà, et de beau world building. Alors oui, c'est un peu plus exigeant, mais en même temps, c'est tellement super, j'adore ça. Alors à la base, Polaris, c'est un jeu créé par Philippe Tessier, et ensuite il l'a mis en roman. Donc il y a d'autres intégrales qui sont sorties. Il y en a une, je pense, qui se passe d'ailleurs avant, qui doit être un préquel, mais je ne sais plus trop. Et donc on est quand même bien avancé dans ce post-apo, ça fait quand même des siècles que les humains vivent sous l'eau. Alors il y a eu ces mystérieux généticiens qui apparemment ont permis à l'homme de pouvoir vivre sous l'eau, de pouvoir prospérer, de pouvoir se reproduire, hein, parce que la race humaine, elle était un petit peu, comment dire, en voie d'extinction. Ils sont assez mystérieux, certains en parlent dans le roman comme des gens qui n'auraient peut-être jamais existé, d'autres disent si, il y en a peut-être encore qui existent d'ailleurs. Voilà, c'est un peu mythique. Et bien sûr, bah, au fur et à mesure des siècles, il y a eu des guerres, hein, évidemment. Alors l'homme vit sous l'eau, il a déjà pollué complètement la surface de la Terre. Il continue à se battre sous l'eau. Alors qu'en plus la race humaine est en train de quand même de s'éteindre, mais il continue à se battre. Et on a plusieurs états au sein de, voilà, de cet empire qui est sous l'eau. On a l'hégémonie, on a la Ligue Rouge, la République du Corail, l'Alliance polaire. Voilà, donc on a plusieurs gros états comme ça qui ont chacun leur point fort. L'hégémonie, je crois qu'ils ont une armée très importante. La Ligue Rouge, c'est une nation vieillissante, mais qui a une flotte commerciale très importante. La République du Corail, elle se situe sur les fonds marins de l'ancienne Australie. Et ils entretiennent une relation avec des coraux qui sont pensants. Donc c'est assez mystérieux. On n'en parle pas encore tellement dans le tome 1, ça va se développer, je pense, après. Il y a l'alliance polaire, et puis il y a même un culte religieux, hein. Il y a la religion qui tient un rôle important, le culte du trident. Il y a les veilleurs dont le rôle est justement de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres guerres qui se déclenchent et mènent encore la race humaine à l'extinction. Il y a des gens qui peuvent utiliser l'effet Polaris, qui est apparemment une arme très puissante. Je ne sais pas encore trop à quoi ça correspond, on n'a pas tout dans ce premier tome. Il y a des créatures assez apparemment monstrueuses aussi, qui vivent au fond des abysses. D'ailleurs, l'homme n'est pas allé tout au fond des océans, hein. Voilà, c'est encore trop dangereux. Ils n'ont pas le matériel pour, et certainement qu'ils vivent des créatures style Léviathan, donc très 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 dangereuse. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à la fin du livre, il y a un glossaire. En fait, il y a un glossaire à chaque fin de tome. Et il y a une partie aussi de l'histoire de ce monde aquatique qui nous est raconté. Bref, présentation de l'univers, vous voyez, à la fin, ce qui permet de remettre un petit peu les choses en perspective et de se replacer dans le contexte. Ça aurait même pu être, je ne l'ai pas vu avant, j'aurais même pu le lire avant de me plonger dans le tome 1. Et j'ai beaucoup aimé. Alors oui, c'est exigeant, mais c'est vraiment prenant.
en fait, on va assister, il y a plusieurs batailles. Et le truc avec les batailles, c'est qu'ils ont quand même pas mal de matériel de guerre, et c'est des matériels sous-marins, donc des fois, c'est pas évident de savoir trop à quoi ça correspond. Ils ont pas mal aussi d'exosquelettes, hein, c'est une espèce d'armure qu'on met sur le corps. Alors, ils sont plus ou moins gros, ces exosquelettes, ils ont des particularités différentes, ils ont des possibilités différentes, ils sont plus ou moins facile de manipulation, léger selon l'emploi qu'on en fait. Voilà. Et on va assister à une bataille dès le début du roman, sans trop savoir pourquoi il y a cette bataille voilà, entre la Ligue et... C'est la Ligue, je crois. Enfin, voilà, il y a une bataille assez importante. Et ensuite, on se retrouve, parce que le tome 1, ça s'appelle Point Nemo. Et Point Nemo, on va suivre... plusieurs personnes qui ont été envoyées dans une ancienne base qui est désaffectée, où plus personne ne vit, et ils sont là pour faire l'inventaire des matériaux qu'il reste et les ramener. Sauf que ils sont là, ils auraient dû recevoir du ravitaillement depuis plus d'1 an. Ça fait 2 ans en fait qu'ils sont, peut-être plus que 2 ans qu'ils sont là, je ne sais plus. Mais bon, ça fait un an, 2 ans qu'ils attendent du ravitaillement. Il y a une grosse partie de l'équipe qui est partie avec un de leurs, le seul, j'allais dire vaisseau spatial, mais non, mais voilà, vaisseau sous-marin, on va dire, pour, euh, pour aller chercher des renforts, et ils sont sans nouvelles aussi de leurs coéquipiers, ça fait qu'ils sont devenus. Alors, ils sont plus très nombreux sur cette base. Il y a le chef hein, qui fait partie de l'organisation. Ah, ça ressemble un peu à l'ONU en fait. C'est l'organisation qui s'occupe de, voilà, de réguler un peu aussi ce qui se passe enfin, dans ces mondes océaniques, et voilà, qu'il n'y ait pas de débordement, que la paix continue à régner, parce que c'est assez tendu entre les différentes nations. Il y a une femme j'adorais ce personnage, Olympe elle s'appelle, mais c'est une femme voilà, qui a travaillé dans les mines, qui est une mécanicienne de génie, enfin elle est juste incroyable. Un jeune homme, Simon, qui pareil, qui a l'habitude de, voilà, de travailler dans des conditions extrêmes. Il raconte un petit peu sa vie et tout. Il a laissé son petit frère et sa petite sœur derrière lui pour gagner de l'argent et leur offrir un monde meilleur. Et puis il y a un professeur qui est là pour étudier des champignons, qui reste toujours enfermé dans son coin, quoi, au fond d'une mine. Bref, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il est un peu mystérieux, ce personnage. Et puis, bah, ils commencent à s'inquiéter parce qu'ils n'ont quasiment plus rien à manger, et ils n'ont pas de nouvelles de l'extérieur. Donc, leur capitaine Karl, il va voilà, prendre un exosquelette que va lui réparer Olympe, pour essayer de trouver des secours, et il va tomber sur une bande de... Alors, c'est pas trop, ce sont des baroudeurs, des corsaires, des pirates, parce qu'il y en a plein, évidemment. Et voilà, et il se passe plein de choses, c'est super bien détaillé, c'est super bien fait. Alors, je suis contente d'avoir la suite quand même, parce que c'est vrai que ça peut être très frustrant, vu la façon dont ça se termine. Et c'est le genre de livre où j'ai envie de vous dire, ne vous attachez pas au personnage. C'est sans concession, hein. Voilà, c'est dur. Alors, il y a des choses assez mystérieuses qui se passent, donc je pense que ça va être très intéressant de lire tout le cycle pour savoir un petit peu ce que nous ont ramené exactement les différents personnages. Voilà, ils sont emparés, d'autres personnages, d'un artefact qui a l'air assez mystérieux, qui a l'air de faire des envieux aussi. Donc j'ai hâte. J'ai commencé aussi, je l'ai reçu en service presse. De toute façon, celui-là, je l'ai reçu, j'ai terminé mon livre, je l'ai commencé. Je l'ai lu assez rapidement, tout compte fait. Enfin, le tome 1, j'ai pas lu tout de suite. Et du coup, j'ai commencé La Dissonance de Sean Hamill aux éditions Albin Michel Imaginaire, que j'ai reçu aussi en service presse, que j'attendais, qui sort toute fin avril. Alors, je pense qu'il sera sorti quand vous aurez la vidéo, avec un très beau dessin. Alors, j'aime bien cette maison qui signifie un autre monde. J'ai eu ce marque-page-là. Je ne sais pas trop dans quel sens le tenir, mais je pense que... Ouais, je me suis demandé si c'était le marque-page qu'il y avait avec le livre, mais je pense que oui, vu qu'on va parler un peu de monde parallèle. Et en fait, je l'ai commencé, je me suis dit, ouais, c'est plus de 600 pages. Ouais, bah, je l'ai commencé quand dimanche. Je suis déjà à plus de 400, quoi. Ça se lit tout seul, j'adore. J'adore. Dès les premiers chapitres, de toute façon, j'étais happée dedans. J'aime vraiment. Alors, il y a quelques petites erreurs sur la traduction, il y a des choses un petit peu bizarres.
qui n'ont pas été traduites correctement. Par exemple, entre deux éléments, ils disent qu'il y a une décennie qui s'est passée, alors que ben non, c'est marqué 99-2000. Et ensuite, ils disent 2010. Par exemple, il y a un des personnages qui dit à l'autre, bah, écoute, moi j'ai un magasin, et par exemple, j'ai un magasin, dit Athéna, et tu me proposes un emploi, dit Athéna. Voilà, ils se sont trompés dans le nom du personnage qui répondait. Il y a des petites fautes comme ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, le livre en lui-même est très prenant. Alors, c'est vrai que ça rappelle un peu des livres tels que ça. Enfin, ces livres que les Américains savent si bien écrire, où on va parler de l'enfance ou de l'adolescence de jeunes. Désolée pour cette coupure brusque alors que j'étais en train de vous parler de dissonance. Malheureusement, mon téléphone a encore fait des siennes et sans le faire exprès, bah, j'ai évidemment effacé une partie du vlog. Donc c'était juste pour vous dire voilà, qu'il y avait eu ce petit problème technique. Ces problèmes qui commencent vraiment à me faire suer avec ce téléphone. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec l'avant-dernière partie et la dernière partie du vlog. Hello, je vous retrouve, nous sommes le dimanche 4 mai, j'ai pas pu vous reprendre avant, donc pour vous parler un peu de mes dernières lectures. J'ai fini La dissonance de Sean Hamill aux éditions Albin Michel Imaginaire, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, on est un peu dans ces histoires, vous savez, à l'américaine, où on suit un groupe soit d'enfants ou d'ados, ou là ce sont des ados, ils ont 15 ans. Et on les retrouve aussi à l'âge adulte et on voit ce qui s'est passé quand ils étaient plus jeunes, ce qui a fait qu'ils se sont séparés, les répercussions que ça a sur leur vie d'adulte qui souvent ne sont pas des réussites totales. Et là, j'ai vraiment bien aimé quoi, cette histoire d'amitié, et il y a vraiment beaucoup, pour moi, il y a un mélange aussi de fantaisie young adulte, hein, notamment quand on les voit plus jeunes. Il y a quelques passages assez horrifiques. On touche presque à l'horreur cosmique même à un moment, et c'est plein de bonnes surprises. Je ne sais plus trop ce que je vous avais dit sur la dissonance, hein. Je vous avais expliqué ce que c'était, cet écart entre ce qu'est la vie et ce qu'elle aurait pu être, et que certaines personnes perçoivent cet écart et ressentent de la tristesse, de la colère, et que c'est une mauvaise vibration. En quelque sorte, ils peuvent s'en servir pour créer de la magie, ce qui est le cas de nos 4 personnages ici, et qui vont avoir un mentor qui va les aider. C'est pas passé loin pour avoir un coup de cœur, je pense. Genre, je sais pas pourquoi j'ai pas eu le coup de cœur, mais en tout cas, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement, j'adore. Du coup, j'ai hâte de lire Une cosmologie de monstres, mais je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le caser, parce que je l'ai, en plus, je dois l'avoir en grand format. Il est sorti en poche, hein, d'ailleurs, si vous voulez vous le procurer. Mais non, j'ai vraiment bien aimé, c'était sympa. J'ai quitté un peu les personnages à regret. J'aime beaucoup cette image inversée, tout ça. Enfin, c'est vraiment, vraiment super. Ouais, vraiment une très très bonne lecture. Sinon, après, j'ai enchaîné sur... non, il n'y en a pas un qui manque. Non, j'ai enchaîné sur L'homme qui n'existait plus de Léa Farizen aux éditions de l'Alchimiste, que j'avais reçu en service presse depuis février quand même. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Même s'il est assez court, il est assez dense. Alors j'étais un peu surprise par cette lecture, parce que on est dans le futur. La réalité augmentée existe un peu partout. Et jusqu'au jour où notre personnage, c'est Antonin, voilà, c'est ça. Il est directeur commercial justement d'une agence de publicité qui fait beaucoup dans la réalité augmentée pour les pubs. Et du jour au lendemain, plus personne ne le reconnaît, plus au travail, sa compagne, ses amis, plus personne ne le reconnaît. Alors je pensais qu'on allait plus tirer sur le côté SF avec la réalité augmentée qui est un petit peu partout. Mais alors déjà, la réalité augmentée n'est pas ultra présente. Enfin, j'ai trouvé, elle est présente notamment dans les publicités, c'est-à-dire que les gens ont tous que des verres, des casques spéciaux pour voir tout ce qui est en réalité augmentée. Donc la plupart des gens se promènent avec des verres, ou ils s'arrêtent devant des vitrines de magasins, puis ils voient des choses superbes. À un moment, notre personnage, il va dans un supermarché, il dit il n'y a pas grand-chose dans le supermarché, mais en fait, comme tout le monde regarde avec la réalité augmentée, il ne voit pas un peu le côté laid et tristoun du supermarché, mais il voit tout en réalité augmentée, donc c'est 1000 fois plus beau. C'est surtout sur ce côté-là qu'on va insister, sur le côté réalité augmentée pour la publicité, pour le consommateur, quoi. Vraiment société de consommation.
on n'a pas trop, je trouve, les répercussions sur la société. Et puis, il y a vraiment, effectivement, Antonin qui, du jour au lendemain, se retrouve dépourvu de tout. Il n'a plus rien. En fait, il a fait un petit malaise et quand il se réveille, bah, voilà, plus personne ne le reconnaît. Il a perdu tous ses papiers. Son numéro de sécurité sociale ne correspond plus à rien. Ses numéros de téléphone non plus. Ses boîtes mail non plus. Donc, voilà, il est paumé et est obligé de refaire sa vie. Et en fait, il nous raconte, tout ça lui est arrivé un an auparavant. Il raconte son parcours pour s'en sortir. Alors, je pense que c'est voilà, c'est une critique de la société actuelle qui est assez consumériste. Ouais, moi, je l'ai plus vécu comme ça, en tout cas, cette lecture, du coup. Et une société où, effectivement, on est encore dans le paraître, dans c'est ce qui est le plus important, c'est voilà, c'est le paraître, c'est combien on gagne. C'est ce qu'il dit, je n'ai jamais fait trop attention à l'argent parce que j'avais un salaire à 5, pardon, à 5 chiffres. Il dit là, maintenant, je me rends compte de son importance. En fait, puis je pense aussi qu'on parle des gens, des invisibles, hein. Là, il se fait appeler un effacé, mais voilà, c'est ces gens qui vivent dans la rue, les sans-abri auxquels on ne fait pas attention, voilà, qui sont complètement marginalisés par rapport à la société. Je pense que ce livre parle de ça aussi, puisque lui, du jour au lendemain, effectivement, se retrouve à devenir un sans-abri, à se débrouiller comme il peut. Effectivement, il dit, bah, je ne me pose pas de questions existentielles. Mon train-train, c'est de manger pour voilà, gagner un petit peu d'argent. Et puis pouvoir manger et trouver un abri pour pas avoir trop froid la nuit pour dormir, quoi. Voilà, on assiste plus à voilà, cette descente dans l'oubli. Et surtout, Antonin se demande, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi? Voilà, c'est un peu la question du livre aussi. Donc moi, voilà, je l'ai plutôt vu comme une critique de la société actuelle qui est hyper consumériste, même si on n'en est pas encore là au niveau de la réalité augmentée. Mais j'aurais presque préféré que le côté réalité augmentée soit beaucoup plus exploité. Là, ça sert vraiment pour les publicités. Alors, oui, du coup, on voit bien qu'on est dans une société de consommation à 200% et c'est triste. Mais bon, du coup, ouais, j'aurais aimé je pensais on serait dans quelque chose de plus SF, en fait. Que là, je l'ai plutôt vu comme un roman oui, qui critique la société actuelle, où effectivement, tout est pour le paraître, pour l'argent, pour la position sociale. Et en fait, on n'existe pas sans ça. Et on se conforme, encore une fois, à des rôles, à des cases dans lesquelles on veut nous mettre, dans lesquelles on se met de nous-mêmes aussi pour, voilà, pour pouvoir accéder à la société de consommation, hein, tout simplement. Hein. Voilà, lui, quelque part, le fait qu'il n'ait plus rien, il va devoir tout recommencer de zéro. Et il va vraiment prendre une direction totalement différente par rapport à ce qu'il était dans son ancienne vie. Mais après, on n'a pas vraiment de réponse sur le pourquoi du jour au lendemain il a été effacé de la vraie vie. C'est vrai qu'à un moment on se dit est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est dans un autre univers, on ne sait pas trop et on n'a pas vraiment la réponse. Bon, ça a été une bonne lecture, mais c'est vrai que je pensais que ce serait quand même un petit peu plus science-fiction que ça. Dans le même temps, j'ai attaqué, alors ça c'est une relecture, donc j'avais un petit peu peur parce que j'avais eu un coup de cœur pour ce roman. Et c'est un auteur auto-édité. Je l'avais lu en numérique et là, ils ont créé avec d'autres auteurs la Ligue de Libraginaire où effectivement, le but, c'est de mettre en avant des auto-édités qui écrivent de l'héroïque fantasy, de la fantasy. Si j'y pense, je vous mettrai peut-être le lien de leur bookstagram dans ma vidéo. Voilà, et ouais, je crois que c'est dans les premières chroniques que j'ai faites en plus. Ah, peut-être, non, peut-être pas dans les premières parce que j'ai dû le faire quand même sur Instagram. Et j'ai pas démarré sur Instagram, j'ai démarré sur Facebook. Voilà, donc j'avais un petit peu peur quand même de reprendre parce que je me dis, est-ce que je vais autant aimer? C'est de l'heroic fantasy, c'est de la high fantasy même. C'est l'œuvre de Tanglemore. Alors j'espère que je prononce bien. Des fois je me dis ce serait rigolo de voir si je prononce bien les noms parce que les prénoms, les noms de lieux en heroic fantasy, c'est toujours un plaisir. Donc c'est Chronique des secondes heures de Tanglemore, tome 1, l'œuvre de Tanglemore. Alors c'est une tétralogie, c'est de Azael Gélil, je ne vous ai pas dit le nom de l'auteur, qui me l'a envoyé du coup en hardback. Par contre c'est un plaisir aussi de le lire en version papier, moi je préfère la version papier. Et c'est vraiment un plaisir de tenir le livre entre ses mains plutôt que de l'avoir en dématérialisé. Moi, je trouve ça super. J'avais reçu avec une très belle carte aussi. Alors là, je l'ai laissé dans les cartons pour qu'elle ne soit pas abîmée. Un œuf aussi comme ça, parce qu'il a c'est le titre du roman, donc il a une importance très,
très théâtre, cet œuf. En pierre, alors je ne sais pas ce que c'est comme pierre, par contre j'avais dit de regarder sur un livre ou de demander. Voilà, j'ai eu plusieurs goodies avec, c'était vraiment un très très bel envoi. Voilà, et j'ai pas du tout, enfin pour l'instant j'ai pas fini, mais bon je me souviens, mais je suis plus très loin de la fin. Heu et ça a été une super, enfin c'est pour l'instant c'est une super relecture, mais bon là j'arrive à la fin et je veux dire je m'en souviens donc pas de déception, aucune déception. Je suis vraiment contente, je suis contente de m'être replongée dans cet univers. Franchement, si vous aimez la high fantasy, allez-y. Heu, Là j'en lis de plus en plus de la fantasy, l'heroic fantasy adulte. J'ai vraiment, découvert l'année dernière John Gwynne et Anthony Ryan que j'adore. Franchement, il a rien à envier l'auteur, quoi. Son univers est super bien construit. Alors c'est pas fait de la même façon, hein, vous attendez pas à retrouver non plus du John Gwynne ou du Anthony Ryan, mais on est bien dans un esprit d'heroic fantasy adulte, avec un très beau world building, avec des personnages, très bien développés, avec, un univers, très développé aussi. Il y a une carte au début. C'est super aussi quand vous êtes sur version papier, c'est que vous pouvez voir, aller voir entre deux la carte. Moi, j'aime bien aller voir les cartes maintenant. Quand je lisais avant, enfin, c'était il y a des années de ça me gonflait. Maintenant, je trouve que ça m'aide encore plus à rentrer dans le récit. J'adore ça. Et ouais, non, ça a été un plaisir. En plus, voilà, l'auteur m'a fait une très gentille dédicace au tout début et bah, ça fait plaisir. Voilà, je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que je crois que j'ai jamais eu autant de reconnaissance, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, que j'en ai eu depuis que je suis sur les réseaux sociaux, en fait. Je chronique des livres. C'est bête à dire, mais ça fait du bien parce que bah, tout ça, je l'ai jamais eu, je dirais, dans mes autres vies. Donc, voilà, ça fait du bien et ça fait vraiment la dédicace m'a fait vraiment plaisir et c'est voilà, donc le premier donc c'est une tétralogie, je vous disais. Du coup, il y a des choses qui me sont revenues, enfin, je me souvenais quand même encore bien de l'histoire, hein, ça m'avait quand même pas mal, marquée et ouais, il y a des choses qui me sont revenues quand même, en relisant celui-ci, mais après il y a des détails qui m'avaient échappé, il y a des scènes que j'ai revécues avec la même émotion. Ouais, il y a une très belle scène de combat épique, voilà, où les personnages savent que bon, ça va être très sanglant et ça m'a marqué. Je trouve que c'est un moment d'héroïsme incroyable et ça m'a fait exactement le même effet qu'à la première lecture. Ça m'a vraiment marqué, donc franchement, j'adore, quoi. C'est super. Et bon, en ayant fini la tétralogie, alors vous avez des réponses hein, quand même, mais ça renvoie à autre chose. Donc j'attends avec impatience aussi. Voilà, je pense que je vais tous les relire. Et puis, voilà, et ça c'est le cycle de l'œuf et après il y aura le cycle de liberté. Alors après, c'est vrai que faut trouver le temps aussi d'écrire, hein, surtout quand c'est des univers comme ça, très denses et très développés. Mais j'adore. Pour vous parler, voilà, quand même du résumé du livre, donc dans un univers de fantaisie et voilà, la paix est quand même assez bien instaurée dans tout dans tout le royaume de Tanglemort. Ça va. Ça va. Mais on commence à avoir des signes qui annoncent une catastrophe. Il y a une religion qui est mise en place, qui est une religion quand même plutôt bienveillante. Et un de ces prêtres qui est aveugle d'ailleurs a une vision d'une catastrophe. On suit aussi là, au tout début un paysan qui bah, il est content, ses champs poussent bien, ses voisins l'aident, en échange il va aider ses voisins pour la construction de leur grange, pour les élevages. Lui, ils l'ont aidé pour ses cultures, il a des enfants, enfin tout va bien. Il envisage même voilà, de peut-être s'acheter une vache et tout. Et puis d'un seul coup, il voit une sauterelle arriver, puis deux, puis voilà, une nuée de sauterelles. Donc on se dit, aïe, aïe, on ne sait pas la suite, mais on se dit qu'il va y avoir voilà, une catastrophe sur les champs, hein, évidemment, des sauterelles. Et on est quelques années plus tard. Et effectivement, il y a celui qu'on appelle le Vindicateur, qui a plusieurs noms. Alors le nom, il faudrait que je m'amuse des fois à essayer de vous donner les noms d'essayer de vous lire les noms en comment... Krul de Sisslun, Krar, Narupsaum, c'est une catastrophe. Hein. Quand on essaie de les prononcer à voix haute, c'est une catastrophe. Bon, bref, on a ce vindicateur qui est moitié humain, moitié serpent. Parce que voilà, il y a des peuples assez différents. Il y a des elfes, il y a des fées. Il y a des peuples mi-animaux, mi-faées. Enfin, c'est vraiment très développé. On a de la magie, on a des moines d'une autre religion.
Et voilà, on a ce vindicateur, enfin, c'est un de ses surnoms. C'est un disciple, effectivement, de deux dieux, dont un est le dieu de la douleur, hein, donc faut souffrir pour arriver à l'apothéose, mais notamment faire souffrir les autres, hein, voilà, il y a des scènes, alors c'est pareil, hein, on ne voit pas ce qui se passe, mais on sait les tortures voilà, qu'ont subi certaines personnes, mais on ne les voit pas, c'est pas détaillé. Après, bon, c'est de la high fantasy, hein, donc c'est sûr qu'il y a des moments, c'est pareil, il y a des scènes de combat, effectivement, ou de bataille, où oui, c'est assez hard, mais bon, je pense que vous êtes tous lecteurs de fantasy, vous vous en doutez. Et cet indicateur, bah, petit à petit, il est en train d'envahir le royaume de Tanglemort et de prendre le pouvoir sur tout. Et on voit un des derniers bastions qui résiste, qui est gouverné par un duc qui va être pris au piège. Je ne vais pas trop vous en dire non plus. Sa fille va parvenir à s'enfuir. C'est la cité, alors je ne sais plus le nom du royaume exactement. Il l'appelle la cité de la marche, mais alors j'ai du mal à retenir les noms. Alors, je sais plus, je n'ai pas retrouvé. Mais c'est voilà, on voit plusieurs cités qui tombent comme ça, et bon là c'est quand même un duché. Et voilà, sa fille parvient à s'enfuir. Donc on va suivre en fait plusieurs personnages, hein, le long de cette tétralogie, qui vont partir en quête. Mais je trouvais que c'était pas trop cliché par rapport à, vous allez dire, c'est toujours un peu le cliché de la quête. Mais là, je trouvais que c'était bien fait. Les personnages sont tellement bien faits qu'on s'attache à eux. Ils ont une psychologie bien développée. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent pour un premier tome. On me dit des fois que les premiers tomes comme ça, de fantasy sont introductifs. Bah là, non, j'ai pas trouvé. Ni à la relecture d'ailleurs. Et voilà, on va suivre différents personnages. Alors on a cette princesse, elle va rencontrer un voleur qu'on appelle l'ombre, qui vient de commettre un forfait normalement impossible à commettre. Elle va croiser la route aussi d'un nain, un moine dont tout l'ordre, un Sanshai, je ne sais pas si je prononce bien, mais tout son ordre a été réduit à néant. Un ogre qui est considéré comme un héros. Et puis, bon, en fait, on est quand même assez avant. Voilà, on a les années avant l'invasion, on a les années l'invasion, puis le temps continue à s'écouler, donc on sait que voilà, cet ogre, par exemple, ne supporte pas ce vindicateur et ses armées qui ont tout envahi, voilà, qui mettent tout sous leur férule, et notamment de façon très très violente. On a ce vindicateur aussi à qui il manque, alors je ne sais jamais si c'est le bras droit ou le bras gauche, ça a son importance pour après. C'est pour ça que ça m'avait... Ah, ouais, j'avais oublié ça, ce détail, si on peut dire. Mais bon, ça ne le gêne pas trop, lui, hein, pour combattre. Et puis surtout, il est entouré de magiciens très puissants. Là, on n'a pas vu tous les magiciens. Il y en a d'autres qui vont arriver dans les prochains tomes qui ne se sont pas piqués des vers aussi. Mais vraiment, c'est hyper prenant. Voilà, il y a plein de personnages. Et puis on va se centrer de plus en plus sur évidemment, ces personnages et comment ils vont se retrouver tous ensemble, et ce qui va les amener à s'unir. Et franchement, j'ai bien aimé. Je me souviens, ouais, il y a des passages assez sombres, et dans les suivants aussi. C'est vraiment, je vous dis, et je ne comprends pas d'ailleurs des textes comme ça ne soient pas édités par des maisons d'édition. Alors des fois, les auteurs préfèrent rester en auto-édité, mais il faut aussi, on a l'impression qu'ils sont un petit peu frileux. Alors c'est peut-être pas ce qui fait plus vendre la high fantasy, mais bon, en tout cas, celui-ci est un très bon roman de high fantasy. Je vous le conseille vraiment. Franchement, il y a pas... C'est super bien travaillé. Puis il n'y a pas de coquilles, il n'y a pas de faute. Voilà, il y a un travail de fou fait derrière. Puis ce world building est incroyable et les personnages sont vraiment très bien fait. J'adore, et je suis contente parce que voilà, j'ai toujours peur à la relecture d'un coup de cœur, parce que je me dis est-ce que tu vas aimer, t'as lu d'autres choses entre temps, est-ce que tu vas autant apprécier? Et oui, je suis vraiment prise dedans. Alors effectivement, c'est des lectures un petit peu exigeantes, hein, faut être concentré quand même, surtout au début, pour bien rentrer dedans. C'est pour ça que la carte aide aussi. Il y a un glossaire aussi, donc ça c'est très utile aussi, je trouve, les glossaires. À la fin, il y a même une mini histoire du royaume de Tanglemort. Il y a même une nouvelle aussi qui a été écrite par un autre auteur. J'avais oublié ça, mais c'est vrai que Azael Jalil rend hommage à un auteur qui apparemment est parti trop tôt, et voilà, il a retranscrit ici une de ses nouvelles que je relirai du coup aussi. Bon, je ne suis pas encore à la fin, mais bon, de toute façon, je sais que j'ai autant aimé qu'à ma première lecture, donc il n'y a pas de souci. Et puis, du coup, j'avais commencé un petit peu hier soir aussi le tome 2 du cycle Azur de Polaris de Philippe Tessier.
chez Magic, la collection poche des éditions Léa, qui est, voilà, qui est très prenant aussi. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui est Point Nemo. Là, c'est Crépuscule. Donc, on est dans une suite directe du tome 1. On va retrouver les personnages qu'on voit à la fin du tome 1 dans le tome 2, même s'il est, voilà, il y a une ou deux introductions, un prologue, voilà, qui nous explique aussi ce qui se passe dans les différents royaumes. Alors, pour rappel, enfin, je pense que vous l'aurez déjà dit avant, mais c'est pas grave. Voilà, on est dans du post-apo SF. Les humains ont dû quitter la surface de la Terre, même si on ignore encore exactement pourquoi, même si on imagine très bien pourquoi. Et ils se sont réfugiés dans les océans, et, enfin sous les océans et sous les mers pour pouvoir survivre. Et ils ont notamment été aidés par ceux qu'on appelle les généticiens, qui ont réussi à sauver la race humaine et l'ont aidé à continuer à procréer sous les océans. Sauf qu'ils ont disparu. Normalement, il y a plus de 600 ans, donc il y a quand même un background assez important sur ce roman. Et voilà, ils sont assez mystérieux quand même, ces généticiens. Donc voilà, on va suivre plusieurs personnages. Alors sur le tome 1, alors on suit ce qui se passe un petit peu dans les différents royaumes. Enfin, c'est pas des royaumes, c'est des États. On n'est pas dans des rois ni rien, oui, ce sont plutôt des États. Mais encore une fois, la situation est très tendue entre les différents États. Il y en a toujours un qui veut prendre le pouvoir sur l'autre. Et voilà, c'est assez tendu. Donc on voit un petit peu ce qui se passe voilà, dans ces différents États. Et ensuite, on va suivre des personnages. Alors, les premiers sont dans ce qu'ils appellent le Point Nemo, qui est une ancienne station où vivaient des humains, qui a été abandonnée. Ils sont là pour récupérer le matériel qui est récupérable. Puis voilà, arrivé plein de choses, sauf que bah, voilà, ils se sentent un peu abandonnés parce que ça fait déjà 1 an qu'ils attendent les ravitaillements. Ils ont envoyé un sous-marin qu'une partie de leur équipage pour aller chercher des secours, ils ne sont jamais revenus. Bon, puis il se passe d'autres choses. Et c'est la suite directe. Donc ça commence bien, ça commence assez fort, hein. Il y a un fil rouge à tout ça, hein. C'est-à-dire, voilà, il y a une recherche, une recherche d'un objet précieux, donc qui a toute l'importance qui fait, je pense, toute l'importance du roman. Et, en tout cas, j'aime bien, c'est pareil, hein, c'est des lectures où il faut effectivement être un minimum concentré parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de termes qu'on ne connaît pas, des noms de lieux qu'on ne connaît pas. Déjà, il faut retenir les différents états. Voilà. Là, c'est vrai, je me dis, entre deux, il va falloir que je fasse des lectures un petit peu plus cool, un petit peu, voilà, qui me reposent le cerveau parce que je suis partie sur des lectures exigeantes, mais bon, en même temps, j'aime tellement ça que je vais pas m'en plaindre, quoi. Voilà, tout ça, c'est voilà, des univers que j'avais envie de découvrir, voilà, tout ce qui est SFFF, hein, je me tourne de plus en plus vers ça, donc c'est vrai que pour moi, c'est un véritable plaisir. Voilà, du coup, je papote et je papote. Je voulais vous montrer une de mes dernières réceptions. Alors, j'avais dit que j'arrêterais. En fait, je suis abonnée à Bibliocoffre. Donc, nous avons un livre tous les 3 mois. Alors, il y en a pour plus de 37 euros. C'est vrai que ça fait cher. Enfin pas le mois dernier, mais il y a 3 mois, j'avais reçu. Puis ça fait 2 fois qu'ils font des plumes blanches. Alors, le premier, je ne l'ai pas eu parce que j'étais pas abonnée. J'ai eu le deuxième, donc c'était un deuxième plume blanche. Là, je me dis, bon, de toute façon, là, ça y est, c'est reparti. Puis après, j'arrête. Et puis, quand j'ai reçu le livre, je me suis dit, ah ouais, voilà, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Alors, c'est Contrer les brumes. En plus, c'est un tome 1. Le Guet de mort de Léa Muna. Alors, c'est chez Scrinéo. Donc, ça sort au mois de mai, chez Scrinéo, en version brochée, puisque Bibliocoffre a l'exclusivité sur le relié collector. Et il est vraiment très beau. C'est un peu touché peau de pêche, soft touch, comme vous préférez. L'intérieur est vraiment super beau. Enfin, le jaspage. Là, pour le coup, j'adore le jaspage. C'est chouette. On est encore dans de la fantaisie. Alors, du young adulte, hein, parce que c'est Scrinéo. Puis bon, la beauté du livre, je suis... bon, bref. En plus, j'ai pas le temps de les lire, donc c'est bien, je suis abonnée, j'ai pas le temps de les lire. Mais ça, c'est la page de fin, puis voilà, le livre, il est juste magnifique, quoi. Il est super beau, et il y a même un signé, enfin bon, il a tout pour lui. Il a tout pour lui, ce livre. Alors par contre, c'est vrai que c'est signé par les auteurs quand ils les envoient, mais vous voyez, c'est juste un post-it signé de l'auteur, c'est pas personnalisé ni rien. Ça manque un petit peu, je trouve. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas de goodies à côté, il n'y a pas un marque-page, il n'y a rien. Il y a une petite carte quand même, alors je l'ai laissé là-bas. Bon, une petite carte, mais c'est tout.
Par contre, je me souviens pas sur le précédent qu'il y avait des dorures comme... C'est pas des dorures, c'est non, c'est argenté plutôt, mais il est vraiment super beau. Bon, bah voilà, c'est... Voilà, exclusivité Biocoffre en partenariat avec les éditions Scrinéo. Alors je vous dis, ce livre, vous allez le retrouver, il sort ce mois-ci chez Scrinéo. Bon. Puis j'aimerais bien les lire, surtout pour me faire une idée. Bon, après, Plume Blanche, voilà, c'est des maisons d'édition que je connais, mais bon, ce serait bien que je les lise, mais bon, du coup, j'hésite. Quand je vois la beauté du livre, franchement, j'hésite, quoi. Il est vraiment super beau. Voilà, je vais vous laisser ici. Je pense que je viendrai clore demain, si j'ai le temps, ce vlog lecture avec, je pense, finir l'œuvre de Tanglemort aujourd'hui quand même. Et puis peut-être vous faire un petit point aussi sur le challenge du mois de avril autour de l'ASF. J'allais dire mois de la fantaisie, non, le mois de la fantaisie, il vient de commencer, là on est au mois de mai. Non, là c'est pour clore le avril autour de l'ASF. Bon, j'ai pas lu autant de SF que j'aurais voulu. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de participer au challenge et puis voilà, de faire encore de belles lectures. Bon, bah, je vous dis à demain, bye. Hello, je vous retrouve, nous sommes le lundi 5 février. 5 février, n'importe quoi. 5 mai, pourquoi février? J'en sais rien. 5 mai, bon, c'est la deuxième fois où je tourne cette fin de vlog. Je sais pas, la première fois, il n'y avait pas de son et la vidéo elle est au ralenti. Je sais pas pourquoi, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. Puis j'ai toujours mon téléphone qui déconne. Je dois aller demain chez Orange, mais ils demandent plein de papiers. Mon mari, ça le gave, parce que c'est un compte pro, ça le gave de chercher tous ces papiers. Il y en a marre, il y en a là. Bref, donc à un moment donné, je vais aller là-bas pour rien. Enfin, à la base, ils m'ont juste demandé une procuration et une pièce d'identité. Là, maintenant, ils me demandent d'autres papiers. Enfin, moi, j'en ai marre. Donc, si ça se trouve, je vais y aller pour rien. Je me vois arriver gros comme un camion. J'allais me faire suer pour rien. Bref, j'en ai marre de me faire envoyer chier de partout. Là, je viens d'aller à la boîte aux lettres. J'attends des livres qui devraient, je pense, déjà être arrivés. Mais évidemment, il y a eu le lundi de Pâques et il y a eu le 1er mai. Donc, nous, c'est vrai que c'était le cas déjà avec notre ancien facteur. Je pense que c'est encore le cas actuellement. C'est-à-dire que quand le facteur est en congé ou arrêt de maladie, on ne le remplace pas. On le sait parce qu'il y a quand même des petites entreprises dans le coin. Il y a des écoles. Voilà, et ils sont plusieurs jours sans recevoir des courriers, c'est pas normal. Donc on le sait, donc je suis sûre qu'il y a des livres, en plus j'attends, ils sortent tous le 14 mai. J'aurais aimé les commencer. Bon, bref, voilà, ça m'énerve un petit peu, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir un livre dans sa boîte aux lettres. Je me dis, quand même, aujourd'hui je vais en recevoir. Alors j'espère que je vais les recevoir quand même, parce que là on a encore le 8 mai qui arrive, hein. Donc j'espère quand même que je vais les recevoir avant, parce qu'à mon avis, ça va être blanc vendredi, samedi. De toute façon, la semaine dernière, vendredi, samedi, j'ai reçu qu'un colis, qui n'était pas un livre, hein, mais je crois que c'était par Colissimo. Donc c'est pas les mêmes qui distribuent le Colissimo et le courrier lambda, ou les colis envoyés directement à votre nom. Donc je pense que voilà, voilà, faut payer. Ça, vous payez, bah, vous êtes sûr que votre colis il va être pris en charge tous les jours. Sinon, enfin, sauf jour férié, mais sinon, voilà, vous ne payez pas. Bah, le courrier lambda, vous pouvez faire une croix dessus. Enfin bref, voilà, c'est les petites emmerdes de la vie quotidienne. Sinon, eh ben, j'ai fini, voilà, Chronique des secondes heures de Tanglemort, le tome 1, l'œuvre de Tanglemort d'Azaël Jalil. Et bon, c'est une relecture, et j'ai vraiment super adoré. Je vous dis, hein, je vous y suis allée avec un petit peu de crainte en me disant, est-ce que j'ai autant aimé? Parce qu'entre-temps, j'ai lu d'autres romans d'heroic fantasy, de high fantasy. Est-ce que je vais aimer? Et franchement, oui, j'adore. Si vous aimez voilà, la high fantasy, l'heroic fantasy adulte, foncé, il est vraiment super. Et c'est vrai que en fin de journée, hier, après avoir tourné la vidéo, tout ça, j'ai continué à le lire. Et il y avait un passage que j'avais oublié, et c'est quelque chose qui revient tout au long de cette tétralogie, c'est-à-dire qu'il y a des poches de résistance tout le temps. On voit voilà, des résistants, soit dans l'ombre, soit des actes héroïques incroyables. Et il y avait une scène de ça, là je m'en souvenais bien par contre, parce qu'elle m'avait beaucoup émue lors de la première lecture, et ça a été pareil à la seconde lecture, et ça donne des moments très émouvants, des moments parfois très jouissifs, parce que quand on se rend compte que, ah, en fait, le mec, ok, il faisait semblant, d'accord, c'est super bien fait, et là, c'est des moments qui me donnent des frissons, parce que c'est des gens qui n'en peuvent plus voilà, de la tyrannie du vindicateur, et qui n'ont plus rien à perdre quelque part, mais quand même qui trouvent le courage de garder un semblant d'humanité, qui veulent mourir. Alors, il y a des hommes, des femmes, mais aussi des orques, enfin, d'autres espèces surnaturelles qui veulent mourir libres quelque part. Et ça donne des moments d'une intensité, je trouve, incroyable, riche en émotions, très intense. Enfin,
J'adore. Et j'avais oublié ce passage-là, je l'avais oublié. Je l'avais oublié et c'était super. Et du coup, je me suis rappelé que c'est comme ça tout au long de la trilogie, en fait. De la trilogie, de la tétralogie. Il y a vraiment, chaque fois, on va suivre voilà, nos personnages principaux qui vont partir à la recherche de l'artefact qui peut détruire l'œuf de Tanglemort, dont le Vindicateur tire essentiellement sa magie, ce qui lui permet de régner sur les autres peuples et d'avoir pris le pouvoir. Et en même temps, on va continuer à être, voilà, je vous ai dit, c'est pas le royaume de Tanglemort, hein, c'est les terres du Levant. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça hier, enfin bref, peu importe. C'est les terres du Levant, et voilà, on voit les poches de résistance, c'est des fois des trucs dans l'ombre, c'est des fois qu'une seule personne, un tout petit réseau, c'est des fois des choses plus importantes, c'est vraiment très bien fait. Il y a toujours, tout au long de cette tétralogie, voilà, il y a la résistance qui revient tout le temps. C'est résister, résister, même dans l'ombre, même en faisant semblant de tenir avec le Vindicateur et ses sbires, c'est voilà, c'est toujours résister. C'est bien en fait l'auteur reprend toujours la devise de la cité de la marche, hein, dont est issue une des héroïnes principales, la princesse Oriana. C'est Vimahal, ça veut dire pour que vive, et c'est vraiment ça, quoi. Ça devient leur devise à tous, voilà, c'est toujours on résiste, que ce soit dans notre coin tout seul comme on peut, ou dans des plus grands réseaux, et j'ai trouvé ça génial. Ça, voilà, il y a vraiment des moments très épiques, il y a cette quête qui va être mise en place, enfin, c'est super. Il y a le dernier personnage que j'attendais aussi, j'étais en train de me demander s'il apparaissait dans le tome 1 ou dans le tome 2. Mais c'est bien dans le tome 1, la toute fin du tome 1, le dernier compagnon de route qui n'est pas piqué des vers. Voilà, je vous en reparlerai, je pense, quand je relirai le tome 2 pour vous faire un petit portrait de tous ces personnages. Mais voilà, je vous le dis encore, hein, si vous aimez la high fantasy adulte, foncez, c'est vraiment super. Puis hier, j'ai eu le temps de lire aussi une petite nouvelle que j'ai reçue des éditions Bragelonne, qui est éditée pour la première fois en France. C'est La colline au gibet de Bram Stoker, hein, le papa de Dracula. C'est dans leur collection classique qui est très très belle. Hein. Oups, il y a toujours des trucs qui traînent, avec le signet et tout. Puis alors là, c'est une édition bilingue, hein, donc vous avez en anglais sur la page de gauche et en français à droite, donc ça fait une nouvelle d'une cinquantaine, soixantaine de pages. Puis vous voyez, c'est très aéré. Alors j'aime bien avec des numéros comme ça. J'avais ça quand j'étais étudiante en lettres modernes, beaucoup dans les livres. Bon, j'aime pas trop, ça fait un peu scolaire, mais bon. Par contre, j'aime beaucoup les illustrations. On va suivre un homme, en fait, qui a décidé de... On se dit, c'est un jeune homme qui est très, très, très occupé. Cette image-là, elle est génialissime. C'est elle un peu qui va faire toute l'histoire, on va dire. Qui veut quitter un peu la fureur de la vie, là on est fin 19e siècle, hein, et qui veut se reposer à la campagne. Enfin, après il va dans une destination un petit peu spéciale, il va vers la colline au gibet, puisque effectivement il voit d'abord, enfin il passe devant la tombe d'un marin qui a été assassiné, et sur cette colline on a puni son assassin en le pendant. Près de cette tombe, il va aussi faire la connaissance finalement de ses 3 enfants. Alors comme vous pouvez le voir en regardant de près, moi j'avais pas fait attention, mais les 2 petites filles sont indiennes. C'est bien noté dans le texte aussi, indienne d'Inde. Hein. Et le petit garçon, par contre, il est blond. Voilà, donc on se demande un peu ce qu'ils foutent à 3 là tout seuls, parce que près d'une tombe en plus. Ils sont installés comme ça, hein, les 2 fillettes sur la pierre tombale. Déjà 2 petites filles indiennes, on se demande ce qu'elles fichent là. 3 enfants seuls, mais bon, ma foi, ça peut être des enfants qui sont pas très riches et qui sont, voilà, les parents laissent un peu traîner à droite à gauche. Donc notre héros leur propose d'aller voir comment a été puni celui qui a assassiné ce pauvre marin. Puis après, il les laisse vagabonder, lui il profite de paysages. C'est un lieu de rendez-vous, de pique-nique aussi. C'est devenu voilà, une villégiature, un lieu de touristique en fait, hein, déjà, fin 19e. Bon, c'est un peu bizarre, hein, sur une colline où on a pendu des gens, mais ma foi, bon, chacun son truc. Ils n'avaient pas le même rapport à la mort non plus, fin 19e que maintenant, je pense. On ferait pas ça à notre époque, je pense. On voudrait vraiment que ce soit très, 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 très vieux. Parce que là, il y a quand même aussi un monument commémoratif, donc c'est quand même, bon... c'est quand même un petit peu morbide, mais en même temps, on a une ambiance assez bucolique, je dirais. Hein,
voilà, ce monument. Notre homme, là, il profite tranquillement, il fait beau, il y a du soleil, il y a du monde, tout le monde profite, il se repose, il fait une sieste, il entend les petits oiseaux chanter, enfin tout va bien, c'est très, on se dit, oh, ça va aller autre part, parce que c'est du Bram Stoker quand même. D'ailleurs, c'est préfacé par Maxime Chatham, qui est apparemment un fan de Bram Stoker. Alors moi, je connais que Dracula, j'ai lu que Dracula, et celui-ci, maintenant, sinon, je n'ai pas lu ses autres romans ou nouvelles. C'est du gothique, hein, Bram Stoker. Et, euh, et voilà, il fait une sieste, et il se réveille, et il entend un drôle de son, il va assister à une scène très étrange qui, évidemment, concerne ses 3 enfants. Alors, il n'y a rien de scabreux, hein, je vous le dis tout de suite, voilà. À ce niveau-là, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a rien de sanglant non plus. C'est plutôt, alors peut-être qu'à cette époque ça avait effrayé les gens, bon, à notre époque, voilà, le texte il a un petit peu, voilà, c'est 19e siècle, et il a un peu la marque de la fin du 19e, c'est un petit peu long, enfin c'est un petit peu long, non c'est pas long parce que c'est une nouvelle très courte, mais voilà, vous voyez le style un petit peu empesé qu'on peut retrouver dans, voilà, la littérature ancienne, qui parfois, et voilà, peut faire que le texte peut paraître un peu lourd. Bon là c'est très court, donc ça se lit tout seul. Mais il assiste à une scène très étrange. Alors déjà, on est dans cet univers assez bucolique, la nature, tout ça, tout va bien. Puis il y a cette scène assez étrange avec les 3 enfants. Et puis il se demande même s'il l'a pas rêvé et tout. Mais il dit, bah non, pourtant, j'ai pas dû la rêver. Et puis il se repose à nouveau. Notamment, il s'appuie sur ce monument, hein, quand même, où est censé se trouver l'emplacement de l'ancienne potence, hein, pour, euh, pour pendre les assassins. Il s'endort et la nuit tombe. Et chez Bram Stoker, apparemment, c'est pas bon quand la nuit tombe. Vous avez un peu ça aussi dans Dracula, hein. C'est-à-dire que tant qu'il fait jour, ça va. Il y a des gens qui vous préviennent que, attention, potentiellement, ça pourrait être dangereux d'aller là, et que ce serait bien peut-être aussi de se munir d'une croix pour aller se promener là. Mais voilà, quand vous voyagez de nuit, c'est pas bon. Quand vous arrivez de nuit quelque part, c'est pas bon non plus. Enfin, si vous avez vu même les adaptations cinématographiques, vous le savez. Et voilà, on a une atmosphère, alors je dis pas assez horrifique, parce que pour nous, lecteurs maintenant du 21e siècle, mais du coup une atmosphère assez étrange, parfois un petit peu, qui peut me mettre un peu mal à l'aise, parce qu'il s'agit d'enfants, même si je vous dis encore une fois, il n'y a rien de scabreux et rien de sanguinolent. Mais quand ça implique des enfants, c'est forcément toujours un peu plus tendu au niveau des émotions. Et voilà, il va encore se passer quelque chose de très étrange. Voilà, je vous raconte pas la fin. Alors, on reste toujours un petit peu sur des questionnements à la fin de nouvelles comme ça. Bon, ça me frustre toujours un petit peu, mais on n'a pas toutes les réponses. C'est fait exprès, mais voilà. Mais du coup, ça baigne vraiment dans une atmosphère. J'aime bien ce genre d'atmosphère gothique, cette atmosphère d'inquiétante d'étrangeté, comme on dit, vraiment, voilà, qui met un petit peu, oui, qui nous fait nous poser des questions, voilà, qui reste marqué malgré tout, hein. C'est bien fait. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, c'était une bonne nouvelle. Et bon, je me dis peut-être à l'occasion, je relirai peut-être d'autres livres de Bram Stoker, quand j'aurai le temps. Voilà, bah sinon j'ai continué toujours avec le tome 2 de Polaris de Philippe Testier aux éditions Léa, dans leur collection Magic, qui est leur collection de livres de poche, que j'aime, qui a un SF post-apo dans le monde sous-marin, que j'aime toujours autant, peut-être encore mieux que le second tome, parce que le premier tome, pardon, je vais y arriver, parce que bah, déjà le monde est un petit peu plus, voilà, je l'ai un peu plus en tête, on suit des personnages qu'on a bien vus s'installer dans le tome 1, et il y a un peu d'humour aussi, il y a des trucs, ça donne des scènes assez cocasses et loufoques que j'aime beaucoup. Voilà, ça se lit bien. Alors oui, il y a beaucoup de termes techniques, de termes de sous-marins, de vaisseaux sous-marins, hein. C'est un peu comme si vous étiez, par moment, vous êtes dans un space opéra, mais aquatique, quoi. En fait, c'est ça. Donc voilà, space opéra, il peut y avoir des termes techniques, tel et tel vaisseau, et il attaque comme ça, et il a telle arme, et voilà. Mais bah, c'est le jeu, je dirais, hein. C'est de la SF aquatique. Je ne sais pas si ça existe, mais bon, en tout cas, voilà, c'est toujours aussi prenant. Et voilà, je vais terminer ici ce vlog qui va malgré tout durer encore un bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des romans dont je vous ai parlé, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ce que vous êtes en train de lire, vous, en ce moment. Et puis, je clôture ce vlog ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!